L'abolition de la peine de mort est le fruit d'un travail pluriséculaire. On a souvent tendance à résumer cette abolition en l'adoption d'un projet de loi en 1981 à l'initiative de Robert Badinter. Ce n'est pas tout à fait juste et l'objet de cette vidéo est d'étudier les 2 siècles qui ont essentiellement participé à aboutir à l'abolition de la peine de mort en France. En effet, nous allons nous concentrer sur les 2 siècles qui ont précédé l'année 1981 et qui ont permis de construire le cheminement, le raisonnement qui a abouti à l'abolition de la peine de mort en France. Première référence à citer, je pense, concernant la réflexion qui a mené à l'abolition de la peine de mort, c'est évidemment Cesare Beccaria qui, en 1764, dans son manuel des délits et des peines, écrivait « Si je parviens à prouver que la peine de mort n'est ni utile ni nécessaire, alors j'aurais fait triompher la cause de l'humanité ». Des délits et des peines sera d'ailleurs un ouvrage commenté par un auteur français, Voltaire, en 1766, et qui va fortement inspirer la suite des débats autour de la peine de mort. Les premiers débats qui vont nous intéresser dans le cadre de cette vidéo, c'est évidemment les débats de 1791 autour de la réforme du code pénal. Dans ces débats, le rapporteur du projet, à savoir Lepelletier-Saint-Fargeau, était complètement hostile à la peine de mort qu'il jugeait inutile et inefficace. Malheureusement, les débats n'ont pas permis, en 1791, d'abolir la peine de mort. En revanche, ces débats ont permis de supprimer la torture et ont permis d'uniformiser le mode de la sentence capitale, puisque c'est par ces débats-là que l'on a abouti à cette fameuse formule que vous connaissez, « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Cette formule figurait à l'article 3 du Code pénal, des suites de ces débats de 1791 et de la fameuse réforme du Code pénal. Ces débats ont quand même permis une avancée considérable, puisqu'ils ont réduit de manière substantielle les raisons pour lesquelles on pouvait être condamné à mort, puisque ces motifs de condamnation à mort sont passés de 115 à 32. Les décennies qui ont suivi l'année 1791 n'ont pas été véritablement riches en réflexion autour de l'abolition de la peine de mort. Et pour ça, il a fallu attendre finalement les écrits, le travail de Victor Hugo, le travail d'abord littéraire de Victor Hugo, le travail ensuite juridique dans le cadre de son activité de parlementaire. Concernant d'abord le travail littéraire de Victor Hugo, je vous recommande plusieurs de ses ouvrages, à savoir notamment Claude Gueux, Le dernier jour d'un condamné et tous ceux que je vais évidemment publier en description de cette vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs des liens si vous souhaitez acheter ces livres que je vous recommande pour travailler votre culture juridique et tout simplement pour vous cultiver si ce genre de lecture-là peut vous plaire. Ce qui est intéressant chez Victor Hugo, c'est que son œuvre parlementaire est la suite de son œuvre littéraire, puisque dans ses écrits, il dépeint la cruauté des exécutions capitales auxquelles il a pu lui-même participer en tant que spectateur, et il ajoute dans la préface de 1832 de son livre « Le dernier jour d'un condamné » que se laver les mains est bien, empêcher le sang de couler serait mieux. Il faisait là référence à sa déculpabilisation en dénonçant la peine de mort dans ses écrits, mais finalement à sa frustration de ne pas pouvoir en faire plus et de pouvoir faire aboutir le droit à une abolition de la peine de mort. Et Victor Hugo tentera de faire avancer au mieux la réflexion vers l'abolition de la peine de mort, puisqu'il passera ces 10 dernières années élu en tant que sénateur et à nourrir le débat autour de l'abolition de la peine de mort. Et dans le cadre de ces travaux, Victor Hugo défendra de nombreux amendements et propositions de loi qui tendaient vers l'abolition de la peine de mort sans malheureusement jamais aboutir, mais il faudra quand même noter plusieurs avancées limitées, mais des avancées quand même qui permettront ensuite d'aboutir à l'abolition de la peine de mort. Et il faut aussi savoir que Robert Badinter, qui est donc celui qui couronnera de succès finalement cette quête vers l'abolition de la peine de mort, a à plusieurs reprises indiqué que parmi ses références, il y avait évidemment Victor Hugo, dont il s'est inspiré notamment pour l'un de ses discours à l'Assemblée nationale. Victor Hugo a toujours su que son combat serait couronné de succès, puisqu'il avait lui-même déclaré à la tribune alors qu'il était sénateur « Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui, mais n'en doutez pas, vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront demain. » Et effectivement, demain, c'était en 1981, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant de parler de 1981, on va parler de toutes les propositions de loi qui ont échoué. Et la première proposition de loi qui n'est pas allée jusqu'au vote, jusqu'à l'adoption, c'est une proposition de loi dite d'Estu de Tracy, déposée le 17 août 1830 et qui malheureusement sera complètement rejetée. Un pas en avant quand même
sera fait quelques années plus tard, en 1832, le 28 avril 1832, puisque une modification du code pénal sera opérée, et cette modification du code pénal va généraliser les circonstances atténuantes et supprimer 9 cas possibles de condamnation à mort. Parmi ces 9 cas de condamnation possibles supprimés, il y avait le complot sans attentat, la fausse monnaie, la contrefaçon des sceaux de l'État, certains incendies volontaires, le vol avec circonstances aggravantes et encore d'autres. En 1838, de nouveaux débats autour de l'abolition de la peine de mort ont lieu et c'est dans le cadre de ces débats que va intervenir notamment Lamartine. Lamartine qui contribuera à abolir la peine de mort en matière politique. Cette abolition de la peine de mort en matière politique se fera en 1848, 2 jours après la proclamation de la Deuxième République et par le biais d'un décret du gouvernement provisoire. Et il faut aussi noter que Victor Hugo adressera alors une lettre à Lamartine pour lui témoigner de son soutien dans cette abolition de la peine de mort, abolition partielle, puisque je vous le rappelle, elle était donc limitée à la matière politique seulement. On continue d'avancer dans le temps. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, je baisse souvent la tête, c'est tout simplement parce que je me réfère à mon support, mon support qui est en fait le fascicule de cours que j'ai écrit pour Cap Barreau et que vous pouvez évidemment acheter si cela vous intéresse sur le site de la prépa avec une réduction. Je précise également que le tome que j'ai montré est accompagné d'un autre tome de cours et d'un autre tome qui contient à la fin du cours également des questions subsidiaires et l'actualité de l'année pour ceux qui préparent l'examen d'entrée à l'école des avocats. Pour en revenir à mon année 1848, où l'abolition de la peine de mort en matière politique a été adoptée par décret. Cette même année 1848 a été marquée par des émeutes. Pendant ces émeutes, Victor Hugo va à de nombreuses reprises intervenir pour défendre finalement des prisonniers politiques qui étaient visiblement voués à l'exécution et Victor Hugo va tenter de les défendre du mieux qu'il peut pour leur éviter justement la sentence capitale. Pour le moment, nous avons vu que cette abolition de la peine de mort en matière politique n'était prévue que par un décret du gouvernement en vigueur 2 jours après la proclamation de la Deuxième République. Et l'intention de ce gouvernement était d'élever au rang constitutionnel l'abolition de cette peine de mort en matière politique et c'est pour cela que le projet de constitution contenait en son article 5 des dispositions qui excluaient totalement la possibilité d'avoir recours à la peine de mort en matière politique. 3 députés, Coquerel, Rabuan et Buvignier, déposaient alors des amendements de telle sorte à tenter d'élargir l'abolition de la peine de mort au-delà même de la sphère politique pour la généraliser et aboutir à une abolition absolue de la peine de mort. Malheureusement, ces projets d'amendement, ces amendements ont tous été rejetés et l'abolition de la peine de mort restera alors cantonnée en 1848 à la seule matière politique. Vous l'aurez compris, cette année 1848 a donc été marquée par des débats et des émeutes violentes par définition. Et c'est dans ce cadre-là que Victor Hugo est intervenu à de multiples reprises pour défendre une abolition la plus générale possible de la peine de mort. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va donc prononcer son fameux discours du 15 septembre 1848 que je vous invite à lire puisque vous pouvez le trouver disponible gratuitement sur Internet. Et moi, je vais vous en lire seulement 2 extraits, 2 phrases que j'ai extraites de ce discours. La première est la suivante. « Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile. Nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore. L'inviolabilité de la vie humaine. » Et plus tard dans son discours, Victor Hugo prononcera une phrase qui deviendra ensuite une véritable référence pour tous les combattants en faveur de l'abolition de la peine de mort. Cette phrase, c'est la suivante. « Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. » Alors que nous étions au 19e siècle, en 1848, je vous propose un saut dans le temps, au 20e siècle, sous la présidence de Armand Fallières, qui a systématiquement gracié toutes les personnes condamnées à mort de 1906 à 1913 et qui a participé à militer contre la peine de mort et donc à participer à la réflexion vers une abolition de la peine de mort. En effet, c'est sous la présidence du président de la République Armand Fallières que la commission du budget de la Chambre des députés a voté la suppression des crédits qui étaient alloués justement à la sentence capitale et ces crédits étaient notamment dédiés à la rémunération du bourreau et à l'entretien de la guillotine. Or, la suppression de ces crédits
était une manière symbolique de marquer une volonté de la présidence de la République de ne plus avoir recours à la sentence capitale. Vous ajouterez évidemment la suppression de ces crédits pour marquer l'intention de se diriger vers une abolition de la peine de mort. Vous relèverez la volonté du président de gracier systématiquement toutes les personnes qui étaient alors condamnées par la justice à mort. Alors la question que vous allez vous poser, c'est puisque le président de la République était en faveur de l'abolition de la peine de mort, puisqu'il graciait systématiquement les condamnés à mort, pourquoi n'y a-t-il pas eu sous sa présidence un projet de loi ou une proposition de loi qui tendait à abolir définitivement la peine de mort? Eh bien, il y a eu une tentative, en réalité, en novembre 1908, mais malheureusement, cette tentative s'est soldée par un échec et l'abolition de la peine de mort ne s'est alors pas faite sous la présidence du président Armand Fallières. Passons directement de 1908 à 1939, où un décret-loi a supprimé les exécutions publiques. En effet, jusqu'en 1939, la sentence capitale était exécutée en public. C'était même un spectacle et il a fallu attendre 1939 pour que ce spectacle cesse et que les exécutions ne soient plus faites en public. Vous l'aurez remarqué, 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et lors de cette Seconde Guerre mondiale, malheureusement sous le régime de Vichy, on pourra relever une recrudescence du recours à la peine capitale, notamment à l'encontre des résistants. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les mentalités ont évidemment évolué et les exécutions se furent alors de plus en plus rares. Le 10 septembre 1977, Hamida Djandoubi est le dernier exécuté suite à une condamnation à mort en France. En 1981 a été... Enfin, nous voilà à l'année 1981. Et l'abolition de la peine de mort figure à l'article 53 du programme des élections présidentielles du candidat socialiste François Mitterrand. François Mitterrand est élu et le 25 mai 1981, c'est-à-dire 4 jours après son investiture, François Mitterrand prend la décision de commuer en réclusion criminelle à perpétuité la condamnation à mort qui avait été prononcée à l'encontre de Philippe Maurice le 28 octobre 1980. C'est la dernière grâce présidentielle d'un condamné à mort en France. Plus formellement, le 26 août 1981, le Conseil des ministres du gouvernement Mitterrand approuve un projet de loi qui sera soumis plus tard au Parlement et qui prévoit l'abolition définitive de la peine de mort. Ce projet de loi prévoit de remplacer la peine de mort par une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou détention à perpétuité. Le 29 août 1981, le projet de loi numéro 310 abolissant la peine de mort est enfin déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les 17 et 18 septembre 1981 ont eu lieu les débats autour de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce cadre-là que Robert Badinter a prononcé son fameux discours que je vous invite à lire et à visionner sur les réseaux sociaux. Dans ce discours, vous pourrez notamment lire le passage suivant. « Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité. » Il poursuit plus tard en disant « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive, à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. » Et effectivement, le 18 septembre, l'Assemblée nationale adopte ce projet de loi abolissant la peine de mort. Ce projet est donc transmis au Sénat, qui l'adoptera également les 28 et 29 septembre. Et c'est finalement le 9 octobre 1981 que la loi abolissant définitivement la peine de mort fut promulguée en France. Elle sera publiée le lendemain au journal officiel de la République française. Voilà en quelques étapes l'histoire de l'abolition de la peine de mort en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux et à liker cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.